Ah, Alhamdoulilah. Ah, vous êtes là. Alors il est temps de commencer le cours. Nous allons faire la sémiologie artérielle. Vous avez bien pu le lire dans le titre, n'est-ce pas? Pourquoi nous allons faire la vidéo de la sémiologie artérielle? Comme pour la vidéo de les signes physiques, j'ai décidé de diviser le cours en deux pour souci de pratique, mais aussi pour la YouTube Money. Je te les vues. Business شريكي business. Alors, grosso modo, le mot artère désigne le vaisseau qui est responsable du transport du sang du cœur vers la périphérie. Généralement, c'est du sang oxygéné, mais il y a l'exception de la circulation pulmonaire qui, dans le cas de l'artère pulmonaire, transporte du sang non oxygéné. Alors, l'artère est faite histologiquement de trois tuniques, l'intima, la media, niflost, et l'adventice qui recouvre le tout. On commence donc avec l'intima qui est la tunique la plus interne. Elle est faite d'un endothélium. Et cet endothélium est en continuité avec l'endocarde, quasiment la même structure histologique. Mais qu'est-ce qu'un endothélium? C'est tout simplement un épithélium simple qui tapisse la lumière du vaisseau. L'intima contient aussi une membrane élastique interne. C'est un détail à retenir dans le coin de votre tête. La média, quant à elle, elle joue le rôle de tissu contractile. Elle les cellules musculaires, donc, et il y a la vasoconstriction, la vasodilatation. Elle a une membrane élastique externe. L'adventice, quant à elle, vu que c'est la couche qui recouvre le tout, c'est l'antichoc, elle est composée principalement de fibres de collagène, pour être assez rigide. La partie interne de l'adventice est nourrie par le sang qui passe dans le vaisseau. Parce que oui, l'adventice, c'est des cellules, donc les normes du sang. Par contre, la partie externe, elle a ses propres petits vaisseaux nommés vasa vasorum qui la nourrissent. Un petit rappel physiologique s'impose. Le système artériel est défini comme un système à haute pression. Pourquoi? Parce que la pression ventricule gauche عالية بزاف, l'aorte عالية بزاف, donc elle se transmet de proche en proche. Même l'aorte, elle a les petites artérioles. Il y a l'exception qui m'apparaît à la circulation pulmonaire qui est un système à basse pression, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et vu de cette haute pression, l'artère donc subit plusieurs agressions physiques qui la différencient des veines et expliquent pourquoi elle est le siège de certaines pathologies qui ne sont pas présentes chez les veines, comme par exemple l'athérosclérose. L'examen clinique des artères se déroule en 4 temps. L'inspection, la palpation, l'auscultation et la prise de la tension artérielle. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de percussion, ça ne sert à rien de percuter une artère. La percute. Donc pour ce qui est de l'inspection, à l'état normal, les artères doivent être invisibles. Mais lors de l'athérosclérose, on peut avoir des variations. Qu'est-ce que donc l'athérosclérose, vous me direz? Je vais activer le mode Wikipédia. Selon l'OMS, c'est un remaniement de l'intima des artères, donc la tunique l'oulaga, de gros et moyen calibre. Petit calibre, là. À cause de l'accumulation de lipides, glucides et même calcium et d'autres minéraux dans cet intima. Étymologiquement, athérosclérose, c'est athérome plus sclérose. Athérome, c'est la partie lipidique, sclérose, c'est juste une autre appellation de la fibrose. Cette maladie évolue à bas bruit. Il est connu même qu'elle commence dès le plus jeune âge. Deuxième décennie, tu peux déjà avoir des débuts de plaques d'athérome dans tes artères. Elle passe par plusieurs stades. D'abord, le LDL cholestérol s'accumule dans l'intima. Il s'oxyde, il devient donc dangereux pour le corps. Les macrophages l'attaquent. Ces macrophages, ils vont rester faites la zone, elles vont se transformer en cellules spumeuses. Il y aura une réaction inflammatoire et l'accumulation de glucides, de lipides, de calcium, fatigue la zone. Et ainsi, il y aura une fibrose. Elle est favorisée par le tabac, l'hypertension et le taux de lipides hauts dans le sang, surtout les triglycérides et le LDL cholestérol. Lors de cette athérosclérose et non pas altéro. On remarque donc un signe de la sonnette. Ce signe de la sonnette ne doit pas être confondu avec son homologue en neuro. C'est juste le fait que l'artère humorale devient battante. Elle a déjà la haute pression du sang lidji ou la plaque d'athérome. On peut aussi, en cas d'insuffisance aortique, remarquer le signe de Musset. C'est la danse des artères. Plus spécifiquement, la carotide devient battante et visible. Pour ce qui est de l'insuffisance aortique, on va en parler plus tard dans le cours des valvulopathies. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, tout ce qui est pouls. Le pouls, c'est juste la traduction
palpable des battements systoliques du cœur. Il faut garder en tête que chaque deux artères symétriques, le pouls normalement il au même moment. Et le pouls, tanit, radial ou carotidien, il est synchrone avec le B1. De préférence le carotidien, mais le radial de chui à moi. Mais c'est pas très important lors de la palpation. C'est détectable plus lors des examens complémentaires. Donc, au cou, on a le pouls carotidien. Il sera cherché en demandant au sujet assis de pencher la tête légèrement vers le côté qu'on veut examiner. Comme ça, on élimine la tension musculaire, et on laissera le battement du pouls arriver jusqu'au doigt avec lesquels on va palper. Au niveau du membre supérieur, il y a le pouls de l'artère humérale, la partie inféro-interne du biceps, le pouls radial, la partie inféro-externe de l'avant-bras. Au niveau du tronc, on a l'aorte abdominale sur la ligne médiane. Plus t'es gros, je ne suis pas grossophobe, moins on peut la palper. Au niveau du membre inférieur, il y a beaucoup de pouls. Il y a le pouls fémoral. On cherche en décubitus dorsal, sujet allongé, jambes pendues en palpant le niveau du triangle de Scarpa. Il y a le pouls poplité. Tu as le pli du genou. Toujours en décubitus dorsal. On plie légèrement les jambes et on palpe le creux hadak. Le pouls tibial postérieur, c'est juste la gouttière rétromalléolaire interne. Donc la cheville interne. Juste là. Le pouls pédieux, il n'est pas toujours présent. On le recherche sur le dos du pied. Pour ce qui est des anomalies du pouls, on peut les remarquer en cas de trouble du rythme. Si le cœur bat à un rythme irrégulier, le pouls est irrégulier, vu que c'est juste la traduction palpable. On peut aussi avoir une modification de la consistance des artères. Donc, toucher même l'artère à travers la peau quand elle devient dure. Lors de l'HTA, on dit que c'est une artère en fil de fer, ou bien lors de l'athérosclérose, artère en tuyau de pipe. On peut aussi remarquer à la palpation un frémissement, ce qui se voit lors des anévrismes. Il y a aussi la modification de l'amplitude à les pouls. Soit ça diminue, soit ça augmente. On est d'accord. Ça diminue en général lorsque le débit cardiaque baisse. On appellera donc ça une microsphingynie. C'est juste la diminution de l'amplitude du pouls. Rien de bien méchant. Ça rien de bien méchant. Sinon, elle peut aussi diminuer dans une seule artère, sélectivement. Dans ce cas-là, c'est juste à cause de l'obstruction d'un tronc artériel qui se trouve avant avec l'artère. Par exemple, la disparition du pouls fémoral, mais le pouls radial mazalo le même côté, on voit ça lors de la coarctation de l'aorte, ou bien lors de la thrombose de la partie terminale de l'aorte. Donc, la zone hadik, après l'artère subclavière, ou le tronc artério-céphalique, ou la carotide, voilà. Après il sera l'atteinte, l'artère en question. Elle peut augmenter. Cette fois, on ne peut pas avoir l'augmentation d'un seul pouls. Donc, c'est tous les pouls du corps qui augmentent. En cas d'augmentation de l'activité cardiaque, par exemple l'hyperthyroïdie. En cas d'insuffisance aortique, pourquoi cela? Parce que lorsqu'il y a régurgitation du sang, l'insuffisance aortique, le cœur devra battre plus vite. On a aussi un pouls bigéminé. Ça se voit en cas d'extrasystole. Il y a aussi le pouls paradoxal de Kussmaul. Dans ce cas, le pouls diminue à l'inspiration et augmente à l'expiration. Le cours à l'auscultation, lors de l'inspiration profonde et l'expiration. Ou bien, en cas de péricardite à gros épanchement. Dans ce cas-là, elle devient constrictive et elle empêche le cœur de bien battre. À l'état normal, les artères, en plus d'être invisibles, elles sont silencieuses. Donc à l'auscultation, normalement, on se met walou. Donc, tout souffle qu'on écoute, qu'on entend lors de l'auscultation des artères, c'est pathologique. Comme pour les souffles cardiaques, ils peuvent être systoliques, doubles ou continus. Ils se voient aux carotides en cas de thrombose dans la carotide interne, ou bien c'est juste l'irradiation d'un souffle de rétrécissement aortique. Le bruit hadak tellement kibir bzaf, yitla hatta la carotide. Il se voit aussi lors des anévrismes, des gros troncs artériels. Ces derniers-là sont systoliques. Il y a aussi un souffle continu à renforcement systolique en cas d'anévrisme artério-veineux. On remarque aussi aux artères rénales un souffle systolique unilatéral, selon l'artère touchée, qui traduit la sténose de l'artère. Il faut à tout prix le rechercher dès qu'on a le diagnostic de HTA chez un patient. On peut aussi voir aux artères fémorales, lors de l'insuffisance aortique, un double souffle crural du rosier, à ne pas confondre avec le rythme de du rosier. Ce dernier, comment il est recherché? Tu comprimes l'artère fémorale avec un stéthoscope,
وتبدا تنقص لا بريسيون بالعقل. À un moment, tu mets deux souffles. Un systolique et l'autre diastolique. Puis plus rien. C'est un signe d'insuffisance aortique. Maintenant, on va parler de la tension artérielle. La tension artérielle, c'est quoi ça? C'est juste la pression sous laquelle circule le sang, les vaisseaux. نقيسوها avec un sphingomanomètre. C'est juste l'appellation scientifique d'un tensiomètre. Rien de bien méchant. Lors de cette prise, la chambre doit être à température ambiante, ni trop chaude ni trop froide, pour éviter le stress des températures extrêmes sur le corps. En fait, on devra éliminer tout stress. C'est pour ça que le patient doit être au repos depuis minimum 5 minutes. Lors de cette prise, quand on prend le tensiomètre, on doit d'abord vérifier qu'il est bien réglé, tel que l'aiguille est à 0. Tout tensiomètre, oui, sans rien, l'aiguille rahimdékalia est à jeter. Bien réparé, mais je ne sais pas si ça se fait. En gros, tu dois utiliser un autre. Cette prise, donc, se fait en mettant le brassard, comme illustré la vidéo de notre cher docteur Astuce, sur le bras dévêtu. On cherche le pouls huméral, on met le stéthoscope au niveau de ce pouls huméral, on gonfle le brassard jusqu'à ce que mort s'en suive. Sérieusement, on gonfle le brassard suffisamment. Puis on commence à dégonfler blaqal. Au moment où on a le pouls huméral, le premier battement hadak, c'est là où on a la pression systolique. Et le dernier battement, c'est là où on a la pression diastolique. Pour les 2-3 retardataires au fond de la classe, qui n'auraient pas bien suivi, bien sûr, la pression systolique, c'est la valeur maximale de la tension. Elle est synchrone à l'arrivée de la première onde systolique avec la zone. Et la pression diastolique, c'est la minimale. C'est le relâchement du ventricule. On a aussi une troisième valeur. C'est la pression différentielle. Delta. C'est l'écart entre la systolique et le diastolique, c'est tout. Mathématiques. Il y a aussi une dernière valeur à connaître, c'est la pression moyenne. Pression artérielle moyenne est mathématiquement définie par pression systolique plus 2 diastoliques sur 3. Pourquoi? Parce que la diastolique dure 2 fois plus longtemps que la systolique. Je suis à khalatat mathématique, vous connaissez. À la fin, la pression artérielle moyenne, ce n'est rien d'autre que la différentielle sur 3 plus la diastolique. Donc, vous avez la moyenne. Les résultats maintenant. Généralement, la systolique va de 10 à 15 cm de mercure. Cette dernière augmente en position couchée et diminue en position debout. Voilà, parce qu'en position debout, le cœur va devoir pomper le sang contre la gravité. Ce qui va bien sûr diminuer avec la force. Et la limite supérieure, avec 15, elle augmente avec l'âge. Donc en fait, à la première décennie de vie, mais je te foute 11 cm de mercure. Deuxième décennie, 12, etc. La pression diastolique va de 6 à 9 cm de mercure. Le delta, il n'a pas vraiment de valeur. Il doit juste rester stable et selon une équation de Lian, qui dit que la diastolique devrait avoisiner la systolique sur 2 plus 1. Bien sûr, c'est en centimètres de mercure. Donc plus le cas pratique se rapproche de Had al-Mu'adala, plus le delta est stable, plus c'est bien. Maintenant, les anomalies d'attention. La plus connue, c'est l'hypertension artérielle. On réactive le mode Wikipédia et on demande à l'OMS de la définir. Selon eux, et actuellement bien sûr, c'est un état où la personne a une pression artérielle systolique égale ou supérieure à 14 cm de mercure et ou une diastolique supérieure à 9. En 2 consultations successives, avec au maximum 6 mois entre les 2 consultations. Parce qu'il peut y avoir des cas où la tension, une seule consultation, je sais pas, chacun se volontaire. Donc, l'hypertension, quand elle est en consultation, elle doit être vue 2 fois. 2 consultations quoi. Les valeurs
change si la manière de la prise change aussi. Par exemple, lors de la MAPA, lorsqu'on va revoir les chiffres de la tension, si jamais lors du jour qu'on fait à 13,5 pour la systolique, 8,5 pour la diastolique, ou là la nuit qu'on fait à 12 ou la 7, 12,7, ou bien si la moyenne des 24 heures fait à 13,8. Dans ce cas-là, on dira que le patient a une hypertension artérielle avec une prise, avec une mesure à la MAPA. On peut aussi avoir recours à l'automesure à domicile. بنادم يمشي un tensiomètre. كل واحد واش يقول يقول c'est mieux l'électrique, c'est mieux le manuel. Bof. Moi je suis pas vraiment renseigné pour ce débat, même si je penche vers l'électrique. C'est en tous les cas moins cher que la MAPA, mais un peu moins fiable en théorie. En pratique, je pense pas que ça change grand chose. On applique la règle de 3. Tu te réveilles, tu prends 5 minutes de repos, prends 3 prises de la tension artérielle cardiaque avec 2 minutes entre chaque prise. 2 minutes de repos pur. Tu fais la même chose avant de dormir. Tu fais ça 3 jours de suite. Derrière un tableau. Ou tu la moyenne, tu as. Donc si cette moyenne qui est à 13,5 pour la systolique ou la 8,5 pour la diastolique, on dira que tu es hypertendu. La physiopathologie taha, elle est compliquée. On peut la résumer vite fait en disant que la tension artérielle, c'est le débit fois les résistances. Le débit, c'est le volume d'éjection fois la fréquence. Plus tu as la fréquence, plus tu as le volume, donc il te a le débit, donc tu as la tension. Ou là, il est là la résistance artérielle systémique, c'est juste la force qui s'oppose à l'écoulement du sang. Donc à la qatardiya. On va s'intéresser d'abord au cas où la résistance augmente. C'est soit par mécanisme nerveux, en augmentant le tonus du système sympathique qui cause la vasoconstriction et diminue la vasodilatation par le monoxyde d'azote, ou la hormonale par les catécholamines qui vont eux-mêmes augmenter le tonus sympathique, sinon par le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est un système rénal qui est responsable d'une vasoconstriction et de rétention hydrosodique qui va augmenter la quantité de sang. Donc d'abord il y a la vasoconstriction, ensuite la quantité de fluide dans le sang va augmenter. L'antidiurétique hormone, ou bien la vasopressine, augmente l'effet de le système. La tension artérielle peut aussi augmenter si le débit cardiaque augmente. Donc c'est la fréquence ou le retour veineux. Sinon, on a aussi l'hypotension artérielle. Elle est assez rare. On peut la remarquer en cas de collapsus ou de syncope. Donc on peut aussi avoir des anomalies de la différentielle, du delta. Par exemple, lors de l'insuffisance aortique, on a la régurgitation du sang. Donc la pression diastolique fait et le cœur, pour compenser ça, il va pomper beaucoup plus fort. Donc la pression systolique تزيد. Systolique تزيد, diastolique تنقص, le delta ou là au contraire, elle peut être diminuée à la différentielle en cas d'insuffisance cardiaque où le cœur n'arrive plus à pomper assez de sang. On explore les artères par oscillométrie. Je vous laisse lire parce que j'ai pas vraiment de choses à rajouter à Léa. On peut aussi par effet Doppler. C'est une méthode non invasive qui, couplée à l'échographie, permet d'étudier le mouvement du sang dans les artères. On peut aussi calculer l'indice de pression systolique. Il est fait systématiquement chez les diabétiques, by the way. C'est juste la pression artérielle systolique, la cheville, sur l'humérale. Si elle est inférieure à 0,9, c'est que la pression de la cheville, donc le sang ne passe plus. C'est l'artérite oblitérante du membre inférieur. Si au contraire, tu as la 1,3, c'est la médiacalcose. C'est la calcification des artères du membre inférieur, et donc la pression totale. En parlant d'artérite oblitérante, donc, le syndrome d'ischémie des membres, c'est quoi? L'ischémie d'abord, c'est lorsque le flux sanguin, soit il n'arrive pas assez à l'organe, ou bien au tissu X, ou là, il ne contient pas assez d'oxygène et de besoins métaboliques pour que le tissu ou l'organe fonctionne. En gros, c'est la diminution ou l'arrêt de l'apport sanguin dans un territoire donné. Il peut être causé localement par une athérosclérose, donc la plaque d'athérome comprime la lumière de l'artère, donc il y a très peu de sang qui passe. Par une thrombose, c'est presque le même principe, sauf que cette fois c'est pas une plaque d'athérome, c'est un thrombus, de la coagulation. Une embolie, c'est la migration d'un corps qui va obstruer cette artère.
ou là juste la compression de l'artère par un garrot, par quelque chose même qui empêche le sang de passer en comprimant l'artère de l'extérieur. Sinon on peut avoir des ischémies générales par hypercoagulabilité, si je le prononce bien. C'est juste que le sang coagule beaucoup, donc il y a beaucoup d'artères où il y a des bouchons. Sinon, on peut voir ça lors des baisses du débit cardiaque. En gros, il y a l'ischémie aiguë et l'ischémie chronique. L'ischémie aiguë, c'est une occlusion brutale. Donc elle se voit par exemple lors des emboles. L'embole, il ne prévient pas. Il connaît donc le sang une artère qui est un peu trop petite, il la bloque direct. Le diagnostic, il est clinique généralement. Par douleur, impotence fonctionnelle, donc paralysie, pâleur, paresthésie, donc tu ne ressens plus rien avec le membre, refroidissement du membre et abolition du pouls en aval, donc après l'obstruction. Si on fait une artériographie, on va voir que la zone, il y a un arrêt circulatoire total. Si ça continue, ça peut s'aggraver même vers la gangrène, en gros, jusqu'à l'amputation du membre qui est ischémique. Les signes cliniques que je viens de décrire peuvent être rassemblés en un anagramme qui est les 6 P. On parle aussi de 5 P, mais en gros il y en a 6. Pain, douleur, paralysie, pulselessness, c'est l'abolition du pouls, pallor, paresthesia, paresthésie, perishingly cold, le froid extrême. Et vu qu'on a parlé de l'ischémie aiguë, il y a donc aussi la chronique. Elle se fait doucement. C'est le cas de l'AOMI, l'artérite oblitéron des membres inférieurs. Elle se fait progressivement en 2 phases. Une phase sèche aseptique, qui est peu douloureuse ou pas du tout. Une phase d'infection qui est très douloureuse. Donc Rona se fait progressivement. Au premier stade, il n'y a pas de signe fonctionnel, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Mais on peut noter l'abolition ou la diminution d'un pouls, plusieurs des pouls. Au stade 2, on commence à voir les symptômes à l'effort. Généralement, c'est la claudication intermittente. En gros, c'est le fait que la personne n'arrive plus à marcher le même périmètre, la même distance, sans avoir une douleur à type de crampe. Elle impose le repos, tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas te dire un arrêt, non. Tu t'arrêtes. Cette douleur est de siège variable, soit la fesse, soit la cuisse, soit le mollet. Et avec l'évolution de la maladie, elle s'aggrave, et la distance avant la douleur, au stade 3, t'as mal même au repos. La douleur est permanente. Au stade 4, c'est bon. Ton membre, il est cuit, il est gangréné, c'est la nécrose. On en a fini actuellement avec les artères. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour les vannes. N'oubliez pour vous abonner, lâchez un like, partagez peut-être, pourquoi pas. Je commence à devenir un youtubeur, à prendre les habitudes. Et en attendant, estaudiakumullah.